Je m'appelle Anthony Halimi et je suis kinésithérapeute. J'ai lancé le podcast Talkin' Moutarde pour héberger les lives que je réalisais sur Instagram. Dans le premier épisode, je vous avais proposé la première partie d'une foire aux questions d'octobre 2023 et ici vous trouverez la suite. Les questions auxquelles je vais répondre sont en description. Il y a quelques questions trolls, je les ai laissées. Pensez à me dire si j'ai bien fait ou pas. Talkin' Moutarde. La kiné épicée. 3 tests neuro à ne surtout pas oublier pendant un bilan. Les tests neuro à ne pas oublier pendant un bilan, moi j'en fais 2 à coup sûr. En gros, l'idée, c'est que ça dépend ce que vous voulez évaluer. Si vous voulez évaluer une neuropathie, le test de référence pour les neuropathies, c'est les études de conduction nerveuse qui, par contre, fonctionnent que quand les neuropathies sont déjà un peu évoluées. Donc pas l'EMG, les tests de conduction nerveuse, c'est ça le test de référence. Donc lui, il teste bien plus que l'EMG. Mais il y a un autre test qui émerge dans les tests de référence qui donne des informations un peu différentes, c'est le test de testing quantitatif sensoriel. C'est un test qui est très cool, c'est une grosse batterie de tests. Tout le monde est très content, dans la recherche, c'est beaucoup employé. Le problème, c'est que si on divise le corps en 6 régions, quand on veut tester un testing quantitatif sensoriel, il faut à peu près, dans l'étude qui a défini le protocole, 27 minutes par région. Donc, en tout, pour faire un bilan d'un patient complet, il faut un sacré moment. Parce que du coup, il faudra 3 heures. C'est pas pratique. Donc, du coup, il y a plein de trucs qui ont été cherchés pour trouver qu'est-ce qui va permettre de réduire le temps passé avec les patients. Donc, certains diront, on fait tout. Et ce qui se comprend. Et c'est ce que je ferai aussi quand j'ai le temps. Et c'est ce que je fais des fois quand j'ai vraiment besoin de prendre le temps. Et sinon, il y a des trucs où on me dit, qu'est-ce qu'on peut faire en minimum acceptable? Donc, le minimum acceptable, je vais vous dire, on avait vu dans une étude sur la radiculopathie lombaire, si vous faites la roulette de Wartenberg et un pinceau, donc la roulette de Wartenberg, ça roulette avec le picot, et le pinceau, vous passez sur la peau. Si vous passez ces 2 trucs-là et que c'est négatif, dans une étude au moins, ça a montré qu'on ratait 0 patient qui avait un QST qui était pas ouf. Hola, c'est le Anthony Halimi du futur. Je me suis rendu compte en faisant le montage que j'ai commis une imprécision. Donc je vous apporte ma correction. En fait, je fais référence à l'étude de Hasvik et ses collaborateurs en 2021. H-A-S-V-I-K. Ils ont effectivement trouvé qu'une combinaison de toucher léger et de sensibilité au pic ne ratait aucun patient. Mais en réalité, ils ont utilisé un neuropen qui est plus précis que la roulette de Wartenberg puisque ça permet de mettre toujours une pression de 40 grammes pour faire l'évaluation. Pour le toucher léger, ils ont utilisé du coton. Et puisque je vous apporte des précisions, sachez qu'ils ont comparé le côté gauche et le côté droit pour demander si le patient faisait une différence. Donc du coup, au moins ces 2 tests-là. Après, moi je testerai aussi la mécanosensibilité, parce que rappelez-vous, ce qu'on vient de tester, c'est s'il y a une neuropathie. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est aussi de tester si le nerf il n'est pas sensible. Donc ça, c'est 3 tests neuro que je ferai. On m'a posé des questions maintenant sur les modalités de soins. À combien estimes-tu ton ratio hands-on, hands-off dans tes soins en patient? En vrai, 93, donc 93, 7. Genre, je fais 93% de hands-off et 7% de hands-on. Parce qu'il y a des patients que je touche pas du tout, et quand je les touche, en général, c'est pas longtemps. Et c'est toujours accompagné d'autres choses. Alors évidemment, ça dépendra beaucoup des attentes des patients, de ce que je vois, de ce qui a marché précédemment pour le patient et de ce qui a pas marché précédemment pour le patient. Mais c'est mon ratio. Quelle est la manière la plus intéressante selon toi pour moduler la douleur? Moduler la douleur, qu'est-ce que c'est déjà? C'est de faire en sorte que quand on fait quelque chose, la douleur diminue à court terme. C'est pas un truc de ouf. Moduler la douleur, c'est pas un traitement. Moduler la douleur, c'est pour accrocher le patient. C'est pour créer des attentes positives. C'est pour lui faire de l'éducation. C'est pour lui dire, tiens, t'as vu, on peut modifier ta douleur. Donc, maintenant qu'on a ça en tête, quel est le meilleur truc pour moduler la douleur? C'est ce qui va avoir le plus d'effet sur ses croyances, ses attentes ou n'importe quoi qu'on veut changer. Donc, plus ça va être spectaculaire, mieux ce sera. Un truc tout bête, si on arrive à moduler la douleur du patient en lui faisant juste de l'imagerie mentale, super. C'est vraiment spectaculaire. C'est pas ce que je fais en première intention, alors ça dépend quand même des fois. Mais parce que c'est pas toujours bien accepté par les patients d'imaginer des trucs pour aller mieux. C'est ce qu'il y a de mieux, mais en même temps, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à mettre en œuvre, parce qu'il y a toujours le risque pour les patients de les perdre, de perdre la violence thérapeutique. Donc, moi, ce que j'aime le mieux en modulation de symptômes, ça va être de faire des exercices. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant l'exercice, plus c'est facile à refaire, plus le patient est bien auto-efficace à l'exercice, plus le patient va se dire, en fait, c'était facile. Ça m'est arrivé une fois d'une patiente, elle est mal au genou, je lui fais juste, bouger le genou. Ah, ça fait moins mal. Super. Ah, en fait, il fallait juste bouger le genou. Oui. Ah, ok. J'ai jamais revu. J'ai vu sa fille, elle m'a dit qu'elle va vachement mieux. Donc, 2 séances avec cette patiente-là, c'est quand même fou. Voilà. Ça, c'est mes avis sur ce qu'il y a de mieux pour moduler les symptômes du patient. Et je sais pas si c'est un peu vague et flou, donc c'est normal parce qu'il y a plein de situations qui seront très différentes. Quel exercice que tu as le plus conseillé, tout patient confondu? Je pense...
j'hésite. En gros, j'ai plusieurs exercices par région. On va dire que quelqu'un qui a mal au cervical, c'est souvent je vais lui proposer des shrugs. Quelqu'un qui a mal au dorsal, c'est souvent je vais lui proposer des rowing bûcherons. Quelqu'un qui a mal au genou, souvent je vais lui proposer des fentes. Quelqu'un qui a une sciatique, souvent je vais lui proposer des fentes. Quelqu'un qui a une lombalgie, c'est souvent je vais lui proposer des squats ou des fentes. Bon, alors on va dire des fentes du coup. Est-ce que tu bouges avec le patient quand tu proposes des exercices? Souvent. Mais ça arrive que des fois je sois fatigué ou que j'ai des courbatures de fou et que donc du coup je le fasse pas. Donc oui, ça arrive souvent. Quel matériel de base tu conseilles au cabinet pour faire travailler les patients? Ça c'est intéressant parce qu'en vrai, je trouve que c'est même mieux quand on n'a pas de matériel. Alors évidemment, quand on a du matériel, c'est cool pour plein de raisons, mais en gros, l'idée, c'est que le matériel, ça doit toujours venir après, d'accord? Ça doit toujours venir de manière à ce que ce soit un plus et pas un truc obligatoire. Pourquoi? Parce que ce que je veux, moi, c'est que les patients ils puissent refaire les trucs chez eux, parce que la régularité, elle me semble avoir une certaine importance dans l'amélioration. Et c'est peut-être totalement faux. Mais en tout cas, c'est ce qui me semble. Donc, du coup, il faut des trucs que le patient puisse refaire facilement chez lui. Donc, matériel de base, des haltères, parce qu'en fait, c'est souvent facile, même si le patient n'a pas d'haltères chez lui, de faire des trucs similaires aux haltères. Donc, par exemple, si je veux faire des rowing bûcherons que le patient n'a pas d'haltères chez lui, vous avez un sac de course, oui, vous mettez des trucs dedans, des conserves, des bouteilles d'eau, ce que vous voulez, et vous en servez pour faire le truc d'haltère. Donc, je pense que c'est ça le matériel de base. Après, on peut prendre les élastiques parce qu'on peut les prêter, c'est assez facile. Vous prenez des élastiques à 4 € chez Action, ça fait le taf, et du coup, vous pouvez prêter au patient, ça vous fait pas trop mal si jamais elle vient pas avec. Après, évidemment, il y a des trucs qu'on peut rajouter comme la presse, tout ça, mais c'est plus vraiment le travail de base. Alors, par contre, je précise, moi, c'est parce que j'ai une pratique orientée sur le traitement de la douleur. Est-il préférable de faire réaliser aux patients des exercices douloureux ou des exercices non douloureux? La réponse, elle est facile, c'est toujours ça dépend. Mais, de manière générale, des exercices douloureux, c'est plus intéressant à court terme, mais pas à long terme. C'est-à-dire, dans les 6 premières semaines, avoir fait des exercices douloureux, on aura plus de résultats. Donc, du coup, est-ce que c'est préférable? Oui, je pense. Pourquoi? Parce que ça peut améliorer l'auto-efficacité à la douleur, c'est-à-dire que le patient il sent capable de faire les choses malgré la douleur. Ça peut changer ses croyances de paralytement. Si on dit, les exercices douloureux, c'est super, ça va faire du bien. Ah bon? Ah d'accord, ok. Donc, si j'ai mal, ça veut dire que je suis en train de me blesser. Ça peut jouer sur plein de choses. Dans quel cas ça peut ne pas être intéressant? Si le patient est hyper vigilant, ça peut être bien de pas faire gaffe à si c'est douloureux ou pas. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit au patient, ok, on va faire l'exercice, mais on cible pas du tout la douleur. Donc douloureux ou pas, on s'en fiche. On va par exemple cibler sur la fatigue perçue ou alors sur des mouvements à faire, des nombres de répétitions, ce genre de choses. Donc dans ce genre de situation, ça pourrait être intéressant de ne pas faire d'exercice douloureux s'il est pas vigilant, ou si par exemple le patient est hyper irritable. Dans ce cas-là, si le patient est irritable, oui, évidemment, je vais éviter de faire des exercices douloureux parce qu'il va flamber derrière, probablement. Et dans ce cas-là, il vaut mieux éviter. Quelles sont, selon toi, les formations techniques les plus importantes à connaître pour une bonne prise en charge de la lombalgie? En vrai, je pense pas qu'il y ait un truc qui soit nécessaire absolument. Je pense que souvent, ce qu'on néglige le plus, ce sont les soft skills. Alors, je suis pas trop sûr de ma définition sur le sujet, donc si jamais elle est pas bonne, vous m'excuserez, vous aurez compris ce que je veux dire quand même. Donc les soft skills, c'est pas tout ce qui va être la manière d'utiliser la thérapie manuelle et tout ça, ce genre de choses. C'est plus des trucs un peu inconscients dans la manière de faire les choses. Comment on va communiquer, comment on va dire des choses. Par exemple, vous faites un massage, une soft skill, ça va pas être le massage, en fait, ça va être la manière dont on va amener le massage, la manière dont on va passer les mains dessus, tout ça sur le patient, la manière dont on va s'adapter à lui, ce genre de choses. Ça, tout ça, c'est des trucs qui sont un peu intangibles, et je pense que c'est sur ça qu'il faut le plus bosser. Donc, plus sur la manière de communiquer avec le patient et notamment sur la posture thérapeutique qu'on a. Donc s'il y a un truc à avoir, c'est genre bien comprendre que ce qu'on va proposer au patient, c'est pas un ordre qu'on doit lui donner et qu'il doit effectuer, mais plus une suggestion qu'on lui a proposée parce que c'est intelligent pour lui, qu'il peut accepter ou non, et qu'il y a probablement d'autres suggestions qui marcheraient aussi. Donc là, je pense que c'est ce qui répond le mieux à la question. Mais évidemment, c'est pas absolu. Au final, c'est quoi le bon terme? Tendinite, tendinose ou tendinopathie? On passe dans les questions épistémologie. Moi, je pense que le meilleur terme, c'est tendinalgie. Mais il y a un consensus de 2019, l'ICON, c'était un congrès international sur les tendinopathies, qui du coup a établi que c'était tendinopathie le bon terme, parce que du coup les experts sont mis dessus. Donc moi, j'ai mon avis, j'estime pas qu'il soit supérieur à celui des experts sur le sujet, surtout quand il y a eu un effort de consensus. Donc j'utilise le terme de tendinopathie. Mais quand je fais des communications auprès des patients, je vais pas dire tendinopathie parce que ça parle à personne, je vais dire tendinite. Parce que ça fait pas de mal d'apprendre qu'il y a une tendinite, parce que souvent, ils font pas le lien entre tendinite et anti-inflammatoire, ce genre de choses. Donc voilà, tendinopathie, c'est le bon terme selon ce consensus de 2019 de l'ICON, ICON.
On va dessus un guide des sources permettant d'avoir des connaissances afin de mieux analyser la fiabilité des articles scientifiques. Oui. Vous pouvez vous pencher sur les formations de Mathias Soulel, qui est présente sur le sujet. Donc, du coup, c'est des formations qui sont payantes, mais pas très chères, et qui, du coup, permettent d'avoir le B à bas de tout ce qui va être lecture, essai contrôleur randomisé et de revue systématique. Et sinon, il a une autre formation que je ne connais pas du tout. C'est la formation REC, je crois, recherche en cours. Je sais plus du tout, bref. Donc, ça, c'est un truc, lui, je lui fais entièrement confiance. C'est une personne qui peut me dire un truc. Il me dit que un truc est de couleur vert. Je vais pas vérifier. Je lui ferai confiance. Je dirais c'est de couleur vert. Sinon, en dehors de ça, il y a des ouvrages. Par exemple, il y a l'ouvrage de Trisha Greenhalgh sur le sujet. Personnellement, je l'ai pas trouvé exceptionnel parce que du coup, après l'avoir lu, je me suis pas senti bon. Mais après, je me sens toujours pas bon en LCA en lecture critique d'articles. Après avoir passé des années à bosser dessus, à apprendre des choses. Donc peut-être que c'est juste moi et pas l'ouvrage qui est pas terrible. Sinon, ça, je pense que c'est super important quand on est novice. On prend des grilles de lecture. On peut faire des scores Pedro pour une étude. J'aime pas trop le score Pedro pour plein de raisons. On peut faire un Cochrane Risk of Bias Tool qui est en plus l'avantage. Il y a une documentation abondante sur le sujet, sur comment s'en servir. C'est tout expliqué bien très clair. Donc le Risk of Bias Tool, le 2 aussi. Ça, franchement, allez-y. Et sinon, il y a les CASP. Je sais plus ce que veut dire l'acronyme, c'est ASP, qui sont des checklists, des trucs à regarder les articles. Et quand on sait pas quoi regarder en premier, et ben ça, c'est une super bonne entrée en matière. Parce que du coup, on voit ça, après on obtient les automatismes, on sait à peu près vers quoi chercher. Et je pense que ça, c'est un des bons trucs à faire, surtout quand on est un peu novice sur le sujet. Quel est le domaine actuel en recherche à Doha qui te semble le plus prometteur pour les 5 prochaines années ? Moi, ce qui me semble le plus prometteur, c'est qu'on cherche un peu les médiateurs, les médiateurs de nos traitements, et qu'on regarde si du coup, une fois qu'on cherche les médiateurs, si on peut évaluer si en faisant des traitements ciblés sur ces médiateurs, on aurait des effets. Exemple, on a vu que par exemple, quand on fait des exercices, le patient il a une lombalgie, il a moins mal après derrière, on a vu que en partie, c'est lié à l'amélioration de son sentiment d'auto-efficacité à la douleur, ou en tout cas, son sentiment d'être capable de faire les choses malgré la douleur. Donc pour moi, ça me semble intéressant. Maintenant qu'on sait ça, est-ce que si on fait des trucs exprès pour améliorer ça, on va avoir des effets qui vont être majorés dans nos traitements ? Ça, c'est une question qui est importante et qui, du coup, mériterait de la recherche pour encore quelques années. Donc là, on a fini le domaine épistémologique. J'ai une question sur l'information. Donc on m'a demandé s'il fallait mieux faire l'information avant ou après celle de Laurent. Donc Naïs, j'ai vu que tu étais là. J'imagine que c'était Laurent Fabre. Vous pouvez faire ma formation avant, après. Ça n'a pas d'importance. Enfin, je crois pas. Je connais pas très bien la formation de Laurent parce que je ne l'ai pas faite. Mais je connais un peu le contenu. Je pense qu'il y a des choses qui se recoupent avec la mienne. Il y a des choses qui se recoupent avec celle de Brian. Ça va plutôt être complémentaire quand même. Et il n'y aura pas d'importance de l'un ou l'autre avant. Et j'imagine que par ma formation, tu parlais de gérer la douleur et pas de 1 SK. Donc, on m'a demandé les céréales avant ou après le lait. Que nous dit la science ? J'ai pas vérifié, mais moi je vous dis, si vous voulez des céréales molles, mettez le lait avant. Moi j'aime bien quand c'est mou. Si vous voulez des céréales dures, mettez-le après. Chocolatine ou pas en chocolat ? Moi je suis français, je parle français, je dis pas en chocolat. Nounours à guimauve, koala à guimauve et au chocolat. Alors j'ai jamais entendu parler de koala à guimauve, donc ok. Team Toyota, pour ou contre ? Bleu. Quand j'ai mal quelque part, c'est repos 2 semaines, c'est ça ? Lol. Les claquettes chaussettes, pour ou contre ? Donc, comme j'ai déjà répondu, il me semble qu'il est illégal de porter les claquettes avec les chaussettes et que les officiers de police sont autorisés à tirer à vue s'ils voient quelqu'un en porter. Donc maintenant, on va passer aux questions personnelles. Ça, si ça vous intéresse, hein. On m'a demandé qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce point à la douleur des patients ? C'est d'une part parce que j'ai vécu avec une personne qui a eu des douleurs pendant longtemps, qui a eu des douleurs persistantes, à qui une fois sa kiné lui a dit, je me souviens encore, elle a pleuré toute la nuit après ça, vous avez une scoliose, il aurait fallu qu'on se voit bien plus tôt quand vous étiez jeune, parce que maintenant on pourra plus rien faire, vous aurez mal toute votre vie. Bravo la kiné, merci. Donc ça a beaucoup contribué à ma sensibilité sur le sujet. C'était une personne qui a des migraines récurrentes et tout ça. Ça a beaucoup contribué à ma sensibilité sur le sujet, au fait que je m'intéresse au sujet et surtout à vivre en tant que patient. Mais aussi et surtout, et ça c'est important, ce qui m'a amené vraiment à m'intéresser à ça, c'est pas quelque chose de très noble. C'est que il y a des gens qui sur les réseaux sociaux racontaient des conneries sur les choses comme il faut
dégivrer les fascias, j'en sais rien, il faut manger des pommes, j'en sais. Bref, il y a des gens qui racontaient des conneries, et m'intéresser à la douleur, ça a été un truc intéressant pour ça. Pourquoi ? Parce que le nocebo, on sait que c'est pas terrible pour les douleurs, et donc du coup, c'était une bonne excuse pour moi pour dire aux gens, arrêtez de dire des conneries. C'est pas très noble, je sais, mais c'est comme ça. Ça a beaucoup contribué aussi au fait que je m'intéresse à la douleur. As-tu déjà souffert de douleurs persistantes, et est-ce cela ou bien celle des proches qui t'ont encouragé à te passionner sur le sujet ? Donc c'est la même question. Donc moi-même, j'ai déjà eu des douleurs persistantes au niveau de mon épaule à droite. J'ai fait un billet de blog là-dessus, donc si ça vous intéresse. C'était pas un truc, à aucun moment je me suis senti handicapé par la douleur. En fait, j'ai compris que j'avais eu des problèmes que longtemps après qu'ils soient passés. C'est-à-dire que, en gros, je pensais qu'il fallait absolument que je renforce ma coiffe des rotateurs pour éviter que mon épaule se décentre vers l'avant. Et du coup, à chaque fois que j'activais mon grand pectoral, j'avais l'impression que mon épaule partait vers l'avant, et j'avais perdu beaucoup en autonomie, en capacité à me servir de l'épaule, j'avais beaucoup perdu en fonction. Et c'est que, une fois que j'ai testé la Panstar, un exercice de la Panstar, donc un truc qui fait travailler la coiffe des rotateurs, et que j'ai vu que ma 1RM était à plus de 8 kg, je me suis dit, bon, si je suis capable de dépasser 8 kg alors que mes patients ils sont en galère à 2 kg, c'est que j'ai pas une coiffe faible. Et ça a beaucoup changé de choses dans ma vie juste après ça. As-tu un mentor, un maître sur le plan professionnel, quelqu'un que tu admires et qui t'inspire ? Non, j'ai pas de mentor, de maître, mais j'aime beaucoup ce que fait Greg Lehman de manière générale. Je pense que c'est peu arrivé que je sois pas d'accord avec lui. Je pense que c'est une personne qui est assez cool parce qu'il est capable de se remettre en question sur plein de sujets. Alors là, ces derniers temps, un peu moins, j'ai l'impression. Mais sinon, j'aime beaucoup cette personne-là en temps normal. J'ai pas de mentor. Comment parviens-tu à t'organiser entre l'activité libérale et l'activité web plus formation ? Alors ça a été longtemps un grand écart pour moi. C'est-à-dire que, en fait, ça se passait pas mal dans la mesure où j'ai pas besoin de dormir beaucoup, mais j'ai arrêté le cabinet depuis 2 mois. Je suis en transition, je vais reprendre une activité clinique, mais je pense pas que ce sera en libéral parce que l'administratif est peut-être trop intense pour moi. Ça a beaucoup contribué au fait que je fasse beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que c'était une bonne manière dérivative de ne pas faire l'administratif, de devoir poser. Alors, comment envisages-tu ton avenir professionnel moyen long terme ? Du coup, moi, ce que j'aimerais bien dans un avenir proche, ce serait de travailler en centre antidouleur en parallèle de mes activités de formation pour faire le triage, parce que y a des gros délais et que du coup, je pense que y a des patients qui sont en centre antidouleur qui n'ont rien à y foutre parce que en fait, ils ont des problèmes qui sont d'un autre ordre que des douleurs et qui nécessiteraient des soins beaucoup plus axé sur ça, genre des problèmes artériels, des problèmes neuropathiques, des problèmes de maladies, des carences alimentaires, ce genre de choses. Et je sais que c'est pas très bien fait un peu partout, donc peut-être que c'est bien fait à Dijon, mais en tout cas, j'aimerais bien travailler dans ce genre de structure. Quand est-ce qu'est apparue ton appétence pour la pédagogie ? Alors moi, j'ai toujours aimé la pédagogie. Je me souviens que déjà au lycée, j'essaie d'aider les gens à mieux comprendre les cours. Même en PACES, j'ai totalisé 2000 messages sur le forum du tutorat lors de ma première année économie des études de santé. Donc j'ai beaucoup aidé mes concurrents. Le 3e du concours m'a d'ailleurs chaudement remercié. Mais c'est ce que j'aime en fait. J'ai toujours aimé aider les gens à comprendre. J'ai toujours aimé distribuer du savoir. Le peu de connaissances que j'avais, j'ai toujours aimé les donner. Donc toujours. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui restera toute ma vie. À quel moment de ta carrière t'es-tu senti légitime à former d'autres pros de santé ? Et du coup, dès le début. C'est-à-dire que dès le début de ma carrière, je me suis senti légitime à former d'autres professionnels de santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'estime pas qu'il faut être meilleur que quelqu'un pour le former. En fait, c'est pas parce que je forme quelqu'un que je suis meilleur que cette personne-là. C'est-à-dire que j'ai plus de connaissances que lui sur un sujet, comme cette personne-là peut avoir plus de connaissances que moi sur plein d'autres sujets. Et dès le début de ma pratique, j'avais des connaissances que peu avaient sur la sensibilisation centrale, j'avais fait mon mémoire sur les migraines, sur les maux de tête en général, les céphalées. J'avais les connaissances du coup sur les migraines, j'avais les connaissances sur les céphalées. Donc dès le début, je me suis senti légitime pour former, mais j'étais pas forcément très compétent pour communiquer ce genre de choses. Donc je suis bien content d'avoir attendu à peu près 2 ou 3 ans avant de commencer des conférences, qui n'étaient pas très folles dès le début, mais il fallait bien commencer quelque part à un moment. Pourquoi es-tu devenu un formateur et qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien de thérapeute ? Moi, je suis devenu formateur parce que j'ai toujours aimé apprendre des choses aux gens et aussi parce que j'ai un peu l'ambition que en distribuant des connaissances, les gens ils soient meilleurs. Et du coup, s'ils sont meilleurs, que les gens soient mieux pris en soin et que de manière générale, on contribue à avoir une meilleure santé publique, rarement le meilleur, on va dire entre guillemets. Donc, c'est pour cette raison que j'ai choisi de faire de la formation. Parce que je pensais que j'avais des connaissances, que je pouvais aider certaines personnes à améliorer leur pratique
sans forcément être meilleur qu'elle, rappelez-vous. Et donc, ça explique le pourquoi je me suis lancé. Est-ce que ça m'apporte des choses ? Oui, bien sûr. Mais de manière générale, j'ai pas attendu d'être formateur pour lire des choses, lire des articles. Dès les premiers jours après mon diplôme, j'ai passé des heures à lire la recherche. Je me souviens, une fois, j'ai passé peut-être 8 heures d'affilée à essayer de chercher si, quand on faisait des mouvements répétés, si les patients ils avaient moins mal, est-ce que ça venait du fait que le disque y rentrait. Donc, à cette époque-là, je savais pas chercher. Donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps. Et aujourd'hui, je sais chercher et je sais qu'il n'y a pas de réponse. Il faut aussi penser que sur les réseaux sociaux, c'est aussi de la formation. Quand on distribue des informations, je fais beaucoup d'efforts pour faire en sorte que ce soit le plus qualitatif possible. Vraiment, vous n'imaginez pas le temps que je passe dessus à lire les articles, mais surtout pour juste citer un article, combien d'articles d'autres j'ai lus pour vérifier qu'il n'y avait pas l'inverse dans la littérature, pour que je mette comme post, ce soit pas juste un cherry picking. Et j'espère que d'autres personnes le feront de plus en plus. Parce que, en fait, c'est un travail énorme qui m'apporte aussi à moi-même en tant que thérapeute, parce que je pense que j'ai plus travaillé, j'ai plus progressé en écrivant des billets de blog qu'en allant à quelconque formation. C'est en écrivant des billets de blog, finalement, c'est là où je suis obligé de réfléchir à ce que je pense, et aussi de dire, attends, je peux pas dire ça, parce que sinon les gens, ils vont me tomber dessus. Et c'est là que on est vraiment critique envers soi-même. Donc j'espère que beaucoup de personnes feront ce genre de choses de plus en plus au fur et à mesure. Même si, avouons-le, l'ambiance actuelle est pas très propice à faire ça. Genre, par exemple, je vais vous dire sur mon post sur les manipulations spinales, il y a des gens qui me sont tombés dessus parce que j'ai osé dire que la manipulation, c'était pas mieux que du placebo, alors que c'est les données de la recherche. Je pensais pas qu'il y avait encore des gens en 2023 qui étaient pas au courant de ça, que effectivement la thérapie manuelle est non spécifique. Donc voilà, rien de miraculeux, ça fait une 20aine d'années qu'on le sait. Et du coup, il y a encore des gens qui me tombent dessus pour ça. Il y a des gens qui ont qualifié mon poste de sensationnaliste. Je me suis fait tomber dessus par le dry needling, ou c'était le poste sur la trigger point, pardon. Il y a une association de dry needling, la Société française de dry needling, qui du coup a voulu faire un communiqué chacun sur sa page, en gros, pour dire que ce que j'écrivais c'était nul. Du coup, ils ont repris mon poste de manière... Bon, bref. Toujours est-il que l'ambiance n'est pas propice, et qu'en plus, maintenant, dans l'équation, il faut aussi rajouter les personnes qui vont te tomber dessus parce que tu as utilisé des mots qui pourraient être offensant, alors que évidemment je suis très enclin à changer les choses si j'ai offensé des personnes sur des propos, évidemment, mais c'est pas un contexte qui est très propice à le faire. Donc j'espère que plus de personnes le feront, j'espère qu'on verra plein d'avis différents émerger, pas que toujours la même chose, mais que ces avis seront toujours appuyés dans l'optique d'apporter des connaissances aux autres et des connaissances qui sont au moins en accord le plus possible avec les données de la littérature. Quel est votre top 3 de manga manhwa ? Mon top 3 de manga manhwa préféré, moi c'est beaucoup les manhwa, donc du coup ceux qui connaissent pas, tant pis. Donc je vous donne mon top 3, le meilleur de tous les temps. Omniscient Reader's Viewpoint, ou le point de vue lecteur omniscient, gratuit sur Webtoon. The Beginning After the End, c'est pas gratuit normalement. Et Tales of Demons and Gods, qui est du coup un manhwa, un truc chinois. Quel est ton restaurant ou plat préféré ? J'ai pas forcément de plat préféré. Je dirais que les ramen, ça avait quand même dans le top, mais je serais incapable de dire si c'est mon plat préféré ou pas. Quel est ton max en soulevé de terre en LBS, please ? Du coup, tu le sauras pas. Voilà. Salut ! C'est la fin de ce deuxième épisode de Talkin' Moutarde. Normalement, vous avez pu constater que le son était légèrement différent par rapport aux premiers épisodes. C'est parce que j'ai eu des retours sur la qualité du son du premier épisode, et donc j'ai utilisé une technique par IA pour augmenter la qualité de l'audio. Dites-moi si ça a fonctionné pour vous. En janvier, normalement la semaine qui suit, c'est la publication de cet épisode, ou peut-être la semaine d'après, je vous publierai la première partie de mon live que j'avais réalisé avec Joshua Lavallée sur les mythes et la lombalgie. Vraiment, le manquez pas, c'est un des meilleurs qu'on ait fait.